Je m'appelle Ethan Grave, j'ai 48 ans, et voici une histoire d'amour, de trahison et du prix de la dignité. Il y a 24 ans, j'ai épousé Sophie, la femme avec qui je pensais vieillir. Elle était belle, farouchement ambitieuse, et avait ce rire contagieux qui donnait à tous ceux qui l'entouraient l'impression que la vie était plus légère, plus facile. Quand elle riait, impossible de ne pas sourire. Pendant un temps, nous étions en or. 2 ans plus tard, nous avons une autre fille, Clara, et pendant un certain temps, nous avons eu l'impression de vivre un rêve. Mais quelque part, les choses ont changé. Sophie est devenue impatiente. Elle voulait plus. Plus de liberté, plus de succès, plus de vie, comme elle le disait. Pendant ce temps, je me débattais. Je travaillais de longues heures comme chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. Rien de glamour, mais cela payait les factures, nous permettait de vivre et nous assurait une stabilité. J'ai raté les anniversaires. J'ai zappé les vacances. J'ai tout donné pour construire une vie que je pensais être faite pour nous trois. Puis, Sophie a obtenu cette promotion importante dans son agence de marketing, et quelque chose a changé. C'était comme si elle regardait autour d'elle et ne reconnaissait plus la vie que nous avions construite. Ou peut-être l'avait-elle vue et n'en voulait plus. Un soir, nous nous sommes assis pour dîner. Elle n'était ni en colère ni distante, juste immobile, comme si elle avait déjà fait la paix avec quelque chose. À mi-repas, elle a posé sa fourchette et m'a regardé dans les yeux. « Je ne suis pas heureuse, Ethan », a-t-elle dit. « Ça fait un moment que je ne le suis plus. J'ai besoin de me redécouvrir. » Ce n'était pas une dispute. Pas de liaison à démêler ni d'accusation à lancer. Juste ce calme, cette clinique, comme si elle l'avait répété 100 fois dans sa tête avant de le dire à voix haute. Je l'ai fixé une seconde. « Sophie, on peut parler à quelqu'un ? À un thérapeute ? À un thérapeute ? Laisse-nous juste le temps de surmonter ça. » Elle a secoué la tête. « Je suis désolé, Ethan. J'ai déjà pris ma décision. » En moins de 6 mois, les papiers étaient signés. Elle a gardé la maison. J'ai emménagé dans un petit appartement à 2 villes de là. Ce n'était pas grand-chose. À peine assez de place pour les affaires de Clara quand elle restait, mais j'ai fait en sorte que ça fonctionne. On avait convenu d'une garde partagée sur le papier, du moins, mais ça n'a jamais semblé partagé. Clara n'avait que 12 ans. Et Sophie, intentionnellement ou non, a progressivement façonné son monde autour de sa nouvelle vie. Je suis devenu le papa d'un week-end sur 2. J'arrivais avec les courses. J'aidais aux devoirs. Je ne manquais jamais une activité scolaire. Je payais ma part de tout. Et parfois celle de Sophie aussi, quand elle était un peu radine ce mois-ci. Et puis est arrivé Juan Moren. 1 an après le divorce, Sophie lui a présenté Clara, cadre financier, soigné, riche, le genre d'homme qui n'avait probablement jamais besoin de découper des coupons ni de se soucier des heures supplémentaires. Il avait un bateau, les emmenait au ski, achetait à Clara des baskets de marque et le téléphone le plus récent à chaque Noël. Quand Clara a eu 14 ans, elle a commencé à l'appeler « ça a fait mal ». Mon Dieu, ça a fait mal au cœur. Mais j'ai digéré. Pas de scène, pas de dispute. J'essayais simplement d'être présente autant que possible. Je lui apprenais à conduire, je m'asseyais sur le siège passager pendant qu'elle arpentait nerveusement les rues du quartier. Je l'écoutais parler de sa passion pour les sciences environnementales, je l'aidais à faire des recherches dans les universités, je l'encourageais dans ses rêves et, le moment venu, j'ai financé la totalité de ses frais de scolarité sans prêt étudiant. Sophie et Juan n'ont jamais proposé de payer un centime, pas une seule fois. Et je n'en ai jamais parlé. Je voulais juste que Clara se sente en sécurité, qu'elle sache que quoi qu'il arrive, j'étais là. Je n'avais pas besoin d'applaudissements pour ça. Je n'avais pas besoin d'avoir mon nom sur des chèques ou des discours. J'avais juste besoin qu'elle se sente soutenue. Au fil des ans, cependant, j'ai vu mon rôle diminuer discrètement. Moins d'appels, moins d'implications. Je n'étais plus invité aux événements père-fille. Non pas qu'ils aient oublié, mais parce que Juan avait déjà répondu. Je me souviens avoir appelé l'école une fois pour demander si je pouvais assister à une petite soirée de remise de prix à laquelle Clara participait. La femme au téléphone hésita avant de dire « Oh, Monsieur Moore avait déjà confirmé sa présence. » Je pensais que ça suffisait. Ça m'a fait mal. J'ai raté son dîner de remise de diplôme aussi. J'ai découvert après coup que c'était plus simple de le faire chez Juan.
Clara m'a envoyé une photo floue du gâteau par SMS. Pas d'invitation, pas d'explication. Pourtant, je me suis dit, ce n'est qu'une phase. Elle est jeune. Elle finira par changer d'avis. Mais le mariage est arrivé. Clara s'est fiancée à 25 ans à un homme plutôt sympa, Caleb. Elle m'a annoncé la nouvelle par FaceTime, les yeux brillants, le sourire radieux. Papa, a-t-elle crié. Devine quoi? Je le savais déjà à son expression. Tu as dit oui. Elle me tendit la bague. Tu y crois? J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Félicitations, ma chérie. J'ai essayé de garder une voix posée, mais je la sentais vaciller. Bien sûr que je t'aiderai pour le mariage, ai-je dit avant même qu'elle ne pose la question. Tout ce dont tu auras besoin. Au cours des mois suivants, j'ai payé la compte pour la salle, sa robe, le traiteur, et j'ai même participé aux arrangements floraux lorsque les sommes ont dépassé le budget. Je lui ai dit que c'était un honneur. Je lui ai dit que je voulais que tout soit parfait. Elle m'a remercié brièvement, poliment, mais pas une seule fois elle ne m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel. Puis le faire-part est arrivé. Cartonné crème formelle, bordure dorée, élégant. Au dos, sous les détails de la cérémonie, j'ai vu les mots « Je donne la main à la mariée, Monsieur Ouanmour ». J'ai eu froid dans le dos. Mon nom n'était inscrit nulle part, ni comme père de la mariée, ni comme hôte, pas même une note de bas de page. Quelques jours plus tard, Clara m'a appelé. Décontracté, désinvolte, juste pour vérifier. J'ai demandé, pourquoi on te trahit-il? Il y a eu un silence. Puis elle a dit, il était là, papa. Vraiment présent. Et je ne veux pas blesser maman en faisant tout un plat entre vous deux. Vraiment présent? J'ai répété, calme mais ferme. Clara, qui as-tu appelé pendant tes crises de panique avant les examens? Qui a payé tes frais de scolarité? Qui a fait 6 heures de route sous une tempête de neige pour venir te chercher quand ta voiture est tombée en panne? Qui n'a jamais manqué un seul anniversaire, même si on devait le fêter seul un jour plus tôt? Elle n'a pas répondu au début. Puis elle a soupiré. Papa, tu ne peux pas juste accepter ça? Ce n'est pas à propos de toi. C'est mon jour. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, merci de m'avoir prévenu. Et le matin de son mariage, je ne suis pas venu. J'ai reçu quelques appels ce jour-là, certains furieux, d'autres confus. Sophie m'a envoyé un texto très mature. Ethan, c'était sa façon de faire. Une agressivité passive enveloppée d'une fausse inquiétude. Je n'ai pas répondu, et Ouan, bien sûr, n'a rien dit de naturel. Mais c'est le message vocal de Clara qui m'est resté en tête. Papa, j'ai remarqué que tu n'étais pas là. J'espère que tu vas bien. Je pensais juste que tu comprendrais. Bref, je t'aime. Elle avait l'air hésitante, un peu fragile. Pourtant, je n'ai pas rappelé. 3 mois ont passé. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, je me suis remise à la pêche, une activité que je n'avais pas fait ça depuis des décennies. J'ai commencé à lire des livres que j'avais rangés depuis longtemps, me disant toujours que je les lirais un jour. Et maintenant, j'avais du temps. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus personne à me soucier de moi. Puis, un après-midi tranquille de décembre, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et elle était là. Clara. Elle avait l'air différente, plus âgée, peu sûre d'elle. Son maquillage était taché comme si elle s'était frotté les yeux trop souvent. Sa voix était plus faible que dans mes souvenirs. Papa, je suis désolée, a-t-elle dit. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le même canapé où elle s'endormait enfant, les jambes repliées sous elle comme autrefois lorsqu'elle regardait les dessins animés du samedi matin, un chocolat au lait à la main. Je me suis assis en face d'elle, attendant. Elle a pris une inspiration. Je suis désolé d'avoir choisi Ouan, de t'avoir mise de côté, d'avoir laissé maman contrôler le récit si longtemps. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Chaque mot qu'elle a dit semblait arriver des années trop tard. Je pensais, a-t-elle commencé. Encore une fois. Je pensais qu'il le faisait par amour, vous savez, comme s'il ne faisait que remplacer. Elle a marqué une pause, mais quand je lui ai dit que je voulais obtenir un 2e diplôme, il m'a dit de contracter un prêt. Comme ça. Aucune offre d'aide, rien. J'ai hoché la tête lentement. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si elle cherchait une réaction.
Quand Caleb et moi nous sommes disputés, il m'a dit que j'étais trop émotive, que je devais arrêter de trop réfléchir. Sa voix s'est brisée. Il ne venait jamais, pas comme avant. Et puis, les larmes aux yeux, elle a murmuré, tu venais toujours, papa. J'ai simplement hoché la tête. Elle a baissé les yeux vers ses mains, agitée. Puis elle l'a dit. Je veux arranger ça. Tu me manques. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas seulement ma fille. C'était le reflet de toutes les cicatrices que j'avais portées en silence au fil des ans. Les vacances manquées. Les anniversaires où j'attendais son appel. Les nuits où j'ai pleuré en silence après l'avoir déposée, me disant qu'elle finirait par changer d'avis. L'amour que je lui ai donné quand je n'avais plus rien à donner. J'ai croisé les bras et je l'ai observé. Non pas la fille en larmes que j'avais portée au lit après qu'elle se soit endormie sur le canapé. Mais la femme adulte qui était restée là pendant que j'étais effacé, rebaptisée histoire gênante. J'ai une question à te poser, Clara, ai-je dit d'un ton calme mais ferme. Elle a levé les yeux. Quelque chose, papa? J'ai soutenu son regard. Pourquoi maintenant? Elle a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, pourquoi ça a pris toutes ces années? Pourquoi après le mariage? Après avoir appelé un autre homme, papa? Après avoir payé pour ton avenir sans même un merci? Pourquoi maintenant? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot ne m'est venu. Je ne l'ai pas laissé hésiter. Tu es venu ici parce que Juan, ta soi-disant figure paternelle, a refusé de t'aider. Tu voulais un autre diplôme. Il a dit non. Et soudain, te voilà sur le pas de ma porte, brandissant ta douleur comme une monnaie que je suis censé accepter. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit rapidement, même si sa voix tremblait. Tu viens de réaliser que j'étais le plan de secours. J'ai coupé. Plus net maintenant. La sortie de secours, le repli. Non pas parce que tu voulais reconstruire cette relation, mais parce que l'homme que tu as choisi pour me remplacer refusait d'ouvrir son chéquier. Papa, non. Ai-je rétorqué. Tu ne peux plus me prendre pour un père maintenant. Tu avais un père quand ça t'arrangeait. Quand il t'achetait des choses, t'emmenait skier, te donnait une place au premier rang. Tu l'as laissé te conduire à l'hôtel. Et maintenant que les illusions se sont brisées, tu te souviens de moi? Elle recula, blessée. Mais je n'avais pas fini. Tu es comme ta mère, dis-je froidement. Tout-puissant, ingrat, égoïste. Sophie a troqué le respect contre le statut. Et toi? Tu as vendu ton intégrité contre du réconfort. Et maintenant tu viens me voir dans l'espoir de réparer le toit après que la maison a déjà brûlé. S'il te plaît, ne dis pas ça, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je ne suis pas comme elle. Tu le es, dis-je. Tu as laissé sa voix devenir la tienne, son amertume devenir ta boussole. Tu as fait tes choix à maintes reprises. Et maintenant que tu es dehors dans le froid, je pense que ma porte devrait encore être ouverte. Elle s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses, mais je ne l'ai pas contactée. Tu es venue ici pour l'argent, Clara. Pas pour l'amour, pas pour la réconciliation. Et je ne te laisserai pas culpabiliser à nouveau, car Juan s'est avéré être exactement ce que j'ai toujours su, temporaire. Je me suis levé et j'ai pointé la porte du doigt. Sors. Elle me fixait, stupéfaite, la bouche tremblante comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle se tenait maintenant immobile, comme si elle attendait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Alors qu'elle atteignait le seuil, j'ai dit une dernière chose. La prochaine fois que tu penseras à appeler quelqu'un papa, souviens-toi de celui qui est venu et pourquoi il a finalement arrêté. Puis j'ai fermé la porte avec force. Et cette fois, je n'ai pas ressenti la paix. Je me sentais propre. Et en refermant la porte derrière elle pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la paix. Ni le triomphe, ni la vengeance, juste la paix. 3 semaines après que Clara ait quitté ma porte en larmes, le silence s'est installé comme un vieil ami. Familier, pesant, mais pas importun. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles. Pas de sitôt. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire et moi le mien. Ça aurait dû être la fin. Une rupture nette. Aussi nette que. Ces choses-là puissent l'être, mais le regret. Le regret n'a pas de logique. Il se répand comme de la fumée. Lent, suffocant, impossible à ignorer.
C'était un dimanche matin calme, le genre que j'avais appris à apprécier. Une tasse de café noir dans une main, un roman dans l'autre, la lumière du soleil réchauffant parfaitement le parquet. Puis on frappa. 3 petits coups. Je le savais déjà. Je posai le livre et me dirigeai vers la porte. Quand je l'ouvris, elles étaient là, Clara et Sophie, debout sur mon porche comme le fantôme d'un chapitre que j'avais déjà refermé. Sophie portait un long manteau noir, les cheveux attachés en arrière. Son visage paraissait plus fatigué que dans mes souvenirs, comme si le temps avait finalement décidé de la rattraper. Clara ne levait même pas les yeux. Ses mains serraient fermement ses manches. « Ethan, » dit Sophie. Sa voix était prudente. Ni chaude, ni froide, juste prudente. « Peu on parle ?» Je les fixai un instant. Puis je m'écartai. Ils entrèrent en silence. Ils s'assirent sur le canapé. Le même canapé où Sophie allaitait Clara bébé. Le même canapé où j'étais assise seule le soir où elles étaient parties, fixant la porte d'entrée comme si elle allait s'ouvrir à nouveau. C'est drôle comme les meubles se souviennent de tout. Sophie s'éclaircit la gorge et remua, mal à l'aise. « Je suis venue ici, commença-t-elle. Parce que je te dois des excuses. » Je m'adossai au mur, les bras croisés. Je n'ai pas dit un mot. Elle regarda droit devant elle, comme si elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Je sais ce que j'ai fait il y a des années, » dit-elle. « Comment j'ai fait croire à Clara que tu n'étais pas vraiment là pour elle. » Clara tressaillit légèrement, les yeux toujours fixés au sol. « Je le comprends maintenant, » continua Sophie. « Qui n'aurait pas pu trouver un homme meilleur? Il était juste pratique et je l'ai laissé prendre une place dans sa vie qu'il n'aurait jamais dû revendiquer. » Je haussai un sourcil. « Tu l'as laissé faire ?» Elle hocha la tête. J'ai avalé. Je l'ai encouragée. Clara s'est recroquevillée à côté d'elle. « Je t'en ai voulu après le divorce, » a dit Sophie, sa voix s'adoucissant sans se briser. « Je me suis dit que tu étais la cause de mon malheur. Et j'ai empoisonné Clara de mon amertume. Je voulais qu'elle se penche vers moi parce que ça me donnait l'impression d'avoir gagné quelque chose. Et voilà, l'aveu. Brutal. Trop peu, trop tard. » Elle a hésité, puis a dit, « Je t'ai vu au mariage. » Je n'ai pas réagi. « Tu étais dehors, assis dans ton camion, un moment, n'est-ce pas? » Je n'ai rien dit. J'ai juste siroté mon café. Elle a baissé les yeux. « J'aurais dû venir te voir à ce moment-là, » a dit Sophie d'une voix basse, le poids d'un poids enfoui depuis longtemps pesant sur chaque mot. Mais j'étais trop fier. Et maintenant, après avoir vu Juan s'éloigner de Clara avec émotion, elle comprend enfin qui était vraiment là. Toutes ces années, la pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Même l'horloge murale semblait ralentir, comme si elle ne voulait pas interrompre. Puis Clara a parlé. « Papa » a-t-elle dit, sa voix tenait à peine. « Je suis désolée, j'ai laissé la voix de maman devenir la mienne. Je pensais faire ce qu'il fallait jusqu'à ce qu'elle s'arrête, déglutit, puis continue jusqu'à ce que je réalise que le seul homme qui ne demandait jamais rien en retour était celui que j'avais poussé au dernier rang. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux étaient humides. Son visage était livide de sincérité. Elle le pensait, chaque mot. Mais au fond, je me sentais vide, pas en colère, pas justifié, juste épuisé. J'ai soupiré et posé le café sur la table basse. « Tu sais ce qui a été le plus dur ?» ai-je demandé d'une voix calme et mesurée. Ce n'était pas de ne pas être exclu du mariage. Ce n'était pas l'argent, ni même l'humiliation. Ils m'ont tous les deux regardé. C'était de réaliser que tout ce que j'avais donné, chaque sacrifice, chaque dollar, chaque occasion manquée dans ma vie ne signifiait rien pour moi. Sophie s'essuya les yeux en reniflant. « Ethan, je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais peut-être. » « Tais-toi, » ai-je dit en l'interrompant doucement. « On ne peut pas, et on ne devrait pas faire semblant du contraire. » Je me tournai vers Clara. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, tremblant légèrement. « Je t'aimais, avant, » lui dis-je. Ma voix était douce mais résolue. « Tu entends ça, ma fille ? Avant, et j'ai appris à arrêter de m'immoler par le feu juste pour réchauffer les autres. » Ses lèvres tremblaient. « On peut reconstruire ? » Je me levai lentement et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je l'ouvris, pas brusquement, juste assez pour laisser le message s'installer. « Tu as déjà construit quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, dis-je.
Tu as appelé quelqu'un d'autre papa. Tu as laissé quelqu'un d'autre t'accompagner dans une nouvelle vie. Tandis que j'étais dehors, je me tournais vers eux. Je pense que c'était pour le mieux. Ça m'a fait comprendre à quel point j'étais important. Sophie se leva. S'il te plaît, Ethan, tu es un homme bien. Je le vois maintenant. Et je déteste t'avoir donné l'impression d'être jetable. Je n'étais pas jetable, Sophie, répondis-je doucement. Tu pensais juste que je l'étais. Ils se tenaient tous les deux sur le seuil, espérant peut-être une fin différente, mais j'avais déjà écrit le dernier chapitre. J'espère que c'est la fin et que je ne te reverrai plus jamais. Et j'ai fermé la porte, non par colère, non par vengeance, mais en paix. Parce que parfois, partir, ce n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même pour la première fois depuis très longtemps. Maintenant, pour la deuxième histoire, je m'appelle Theodore Smith. Je suis un ingénieur civil de 52 ans, originaire du nord de l'État de New York. Et si vous m'aviez dit il y a un an qu'un simple courrier briserait complètement ma relation avec ma fille unique, j'aurais ri, incrédule. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et la blessure que cela a laissée me fait encore mal les soirs tranquilles. Ma fille Gianna est née quand j'avais tout juste 28 ans. Sa mère, Abigail, et moi avons eu une belle histoire. 8 années de mariage, avec leurs hauts et leurs bas habituels. Après le divorce, Gianna avait 5 ans. C'était compliqué, non pas à cause d'infidélité ou d'argent, mais parce qu'Abigail et moi étions tout simplement épuisés, émotionnellement. Nous avons essayé la colocation, et pendant un temps, ça a fonctionné. J'avais Gianna un week-end sur 2, pendant toutes les vacances. Et je ne manquais jamais un spectacle de danse, une réunion parents-professeurs, ni un rendez-vous chez le médecin. Je l'ai vue grandir, d'une petite fille obsédée par les paillettes et les contes de fées à une jeune femme vive et gentille, passionnée d'écriture. J'ai payé son école privée, son appareil dentaire, ses frais de scolarité à l'université, même si cela impliquait de sacrifier des vacances, d'acheter des voitures d'occasion et de se lancer dans des projets supplémentaires pour joindre les deux bouts. Abigail s'est finalement remariée avec un homme nommé Samuel. Je ne l'ai pas beaucoup apprécié au début. Il était poli, le type typique du beau-père prudent, travaillait dans la finance, entraînait une équipe de jeunes filles, souriait trop. Gianna l'appréciait. Au fil des ans, leur relation s'est développée, et je respectais cela. Je voulais qu'elle se sente en sécurité et aimée dans les deux foyers. C'était tout ce qui comptait. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a quelques mois, une épaisse enveloppe ivoire est arrivée dans ma boîte aux lettres. J'ai immédiatement su qu'elle venait de Gianna. J'attendais son faire-part de mariage. J'ai souri en la tenant jusqu'à ce que je lise le nom au recto. M et Madame Thomas Carter vous invitent au mariage de leur fille, Gianna Carter, avec James Anderson. Je l'ai lu 3 fois. Gianna Carter. J'ai senti le sol trembler sous moi. Pas de Smith, aucune trace du nom que j'avais fièrement transmis. Pas d'appel pour m'annoncer qu'elle procédait au changement. Aucune explication, rien. Je me suis assis à la table de la cuisine, le cœur battant. Je n'étais pas en colère, pas immédiatement. D'abord, j'ai été confus, puis engourdi. Puis quelque chose de plus profond s'est insinué. Une trahison. Je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai envoyé un court message. Reçu l'invitation. Surpris par le nom. On devrait parler. 2 jours, pas de réponse. Finalement, j'ai contacté Abigail. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était tendue. Elle avait pris cette décision il y a longtemps, Dan. Elle voulait se sentir connectée à la famille qu'elle a construite avec nous. Ce n'était pas pour te blesser, ni pour me blesser. J'ai répété, la voix brisée malgré mes efforts pour rester calme. Vous saviez tous et vous n'avez rien dit. Abigail a soupiré à l'autre bout du fil. Ce n'est pas à propos de toi. Elle voulait juste commencer sa nouvelle vie propre. Commencer propre comme si j'étais une saleté. Ce week-end-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre à Gianna. Pas de colère, pas de cris, juste la vérité. Gianna, j'ai reçu ton faire-part de mariage. J'en ai eu le souffle coupé, mais pas pour les raisons que tu espérais. Je ne savais pas que tu avais changé de nom de famille. Tu ne me l'as jamais dit. Tu ne m'as pas demandé ce que j'allais ressentir. Tu l'as juste effacé, comme si ça n'avait jamais eu d'importance. Soyons clairs.
Je ne suis pas fâché parce que tu aimes ton beau-père. Je suis content qu'il ait été gentil avec toi. Je suis blessé parce que pendant 25 ans, j'ai été ton père. Je t'ai tenu la main pendant tes cauchemars, je t'ai coaché pour tes contrôles de maths, je t'ai aidé à choisir ta première voiture et j'ai passé des nuits à m'inquiéter quand tu n'appelais pas. Je ne m'attendais pas à un défilé, mais au respect. Tu peux choisir le nom que tu veux. C'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Tu n'as pas le droit de faire comme si je n'étais pas là. Je n'assisterai pas à ton mariage. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de paix. J'ai besoin de temps pour assimiler ce que cela signifie pour notre relation à l'avenir. Prends soin de toi, papa. J'ai envoyé la lettre, j'ai éteint mon téléphone et je suis parti en randonnée de 3 jours dans les montagnes blanches. Pas de réseau, pas de distraction, juste de l'espace. À mon retour, mon téléphone était inondé. Des messages d'Abigail, d'amis communs, et enfin de Gianna. Au début, ces textos étaient sur la défensive. Tu exagères. C'était juste un nom. Samuel a été un père plus important pour moi que tu ne l'as jamais été. Cette pierre, non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle y croyait. Puis vint le message vocal. Sa voix était pleine de larmes. Papa, je ne voulais pas te blesser. J'essayais juste de te faciliter la vie avec maman et Samuel. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais autant. Je réalise maintenant combien ce nom comptait pour toi. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. S'il te plaît, ne me rais pas de ta vie. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus une question de nom. C'était une question de valeur, de savoir si mon rôle dans sa vie avait été reconnu ou abandonné dès que cela ne convenait plus. Je ne répondis pas pendant des semaines. Son mariage était passé. J'ai passé la journée avec mon frère à réparer mon vieux bateau. Nous avons partagé des bières et des histoires, regardant le soleil se coucher derrière les arbres et se dorer sur le lac. Paisible, silencieux. Plus tard, j'ai vu des photos de l'événement en ligne. Elle souriant avec Samuel, bras dessus bras dessous, son bouquet rayonnant dans la douce lumière du soir. Sous la légende, Jana Carter et James Anderson, un nouveau départ parfait. Je n'ai ressenti rien, ni amertume, ni tristesse, juste de l'acceptation. Les mois ont passé. Gianna m'a recontacté. Elle voulait qu'on prenne un café, qu'on discute, qu'on s'explique tout en personne. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en paix. Je refusais de la rencontrer. Mais certains choix ont des conséquences. Non pas comme une punition, mais comme une réalité. Je ne serai plus son recours. Le parent invisible en arrière-plan. Elle a pleuré. Elle m'a supplié, mais je ne suis pas revenu. Et Gianna, une amie commune, m'a annoncé qu'elle attendait son premier enfant. Elle a regardé de vieilles photos ces derniers temps. Albums de bébé, souvenirs d'école, vidéos d'anniversaire. Il y a quelques semaines, elle m'a recontacté. Salut papa, avait-elle écrit. As-tu toujours la lettre que tu m'as écrite quand je suis parti à l'université? J'y ai réfléchi. J'aimerais vraiment en avoir une copie, si tu veux. Peut-être qu'elle commence à se souvenir. Peut-être que le poids des choix commence à peser sur elle. Mais j'ai tourné la page. Pas par colère, mais par amour-propre. Puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre manuscrite. Sans adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était de Gianna. Papa, je ne sais pas si tu liras ça un jour, ni même si tu en auras envie. J'étais en colère. J'étais sur la défensive. Je n'ai réalisé ce que j'abandonnais qu'une fois que je l'ai disparu. Samuel n'a jamais essayé de te remplacer. C'était tout moi. Je pensais que si je pouvais me fondre dans la masse, si je pouvais simplifier mon monde, les parties brisées de mon passé seraient moins douloureuses. Mais au lieu de ça, j'ai effacé la seule personne qui a toujours été là. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais présent. Et je vois maintenant combien c'est rare. Je comprendrais si tu es passé à autre chose. Si j'étais toi. Je l'aurais probablement fait aussi. Je voulais juste que tu le saches. Je me souviens. Je me souviens de tout. Et tu me manques. Bisous, Gianna. J'ai fixé 7 lettres un long moment. Elle n'a rien arrangé. Elle n'a pas effacé le silence, les choix, les dégâts. Mais c'était quelque chose, un début,
peut-être, ou une fin. Je n'en étais pas sûr. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise dans la même boîte où je gardais ses photos de bébé, ses dessins de maternelle, les cartes de fête des pères faites maison avec des cœurs de travers et de la colle pailletée. Elle avait sa place là. Une partie de notre histoire, même si les chapitres avaient tourné. Maintenant, quand je me promène le long du sentier du lac près de chez moi, je l'imagine parfois marchant à mes côtés. Pas la mariée en robe de soirée. Pas la femme qui a changé de nom, mais la petite fille en bottes de pluie qui sautillait à côté de moi, me tenant la main, me demandant les yeux écarquillés, « Papa, tu crois qu'on peut faire des canards de compagnie ?» Et je riais, je retirais ma casquette pour me protéger de la bruine et je disais, « Seulement si tu promets de leur apprendre les bonnes manières. » Je laisse cette version d'elle-même rester avec moi. Elle est plus facile à pardonner. Peut-être qu'un jour, si jamais elle veut vraiment me connaître à nouveau, et pas seulement se sentir moins coupable, je serai là, sans attendre, simplement en vie. Parce que j'ai appris que parfois, être père, c'est s'accrocher. Et parfois, c'est lâcher prise avec grâce. On peut changer de nom. On peut réécrire une invitation. Mais l'histoire, la vraie, est inébranlable. Elle vit dans les genoux écorchés, les appels téléphoniques tard le soir et la façon discrète dont un enfant se penche sur votre épaule lorsqu'il se sent en sécurité. Et même si Gianna apprendra peut-être un jour à son enfant à écrire Whitmore, elle se souviendra de celui qui lui a appris à écrire son nom. C'est mieux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.